J'ai toujours voulu être le numéro 1, parce que je crois que quand on pratique un sport, quand on est jeune, on a toujours envie d'être le meilleur dans sa spécialité. Mais que vous soyez jeune ou moins jeune, bon ou moins bon, vous pouvez toujours faire des progrès, si vous vous en donnez la peine. Voici comment. Le coup droit. Ivan Lendl a la réputation d'avoir un des meilleurs coups droits du tennis international. Ici, vous pouvez voir comment je tourne mon épaule sur chaque coup et comment je place mon pied gauche pour transférer le poids du corps de derrière en avant, ce qui donne un surcroît de puissance. Une des choses qui importe beaucoup aussi, c'est la flexion des genoux, qui permet de contrôler sa puissance. Chez le joueur de club, à ce niveau, je crois que l'erreur la plus courante est que l'on a tendance à forcer le coup droit. En fait, on commet deux erreurs. On ne tourne pas assez l'épaule et on appuie trop le coup. Et la plupart du temps, le coup est out. On en réussit 2 ou 3, mais pas plus. Tandis que là, je frappe la balle fort, mais juste. Remarquez, après chaque coup, je relâche un peu le grip de la raquette pour être bien prêt pour le coup suivant. Et quand je frappe la balle, ma raquette a bougé. Je la remets automatiquement en position. Je sais que ce déplacement de main n'est pas forcément ce qu'on enseigne dans les écoles de tennis. Certains recommandent de ne pas le faire. Quand j'avais 15 ou 16 ans, en Tchécoslovaquie, on me disait qu'avec un coup droit comme ça, je ne serais jamais bon. Mais je crois que je ne serais pas bon sans mon coup droit. Le travail des jambes est une chose les plus importantes qui soit dans le tennis professionnel. Si vous n'êtes pas bien placé, vous ne pouvez pas retourner la balle. Vous ne pouvez renvoyer proprement que si vous êtes placé proprement. Un bon jeu de jambes, à mon avis, est la clé d'un jeu réussi. Dans mon coup droit, je crois, il y a 2 choses inhabituelles. La première, c'est que je tiens la raquette très en arrière. Et l'autre, si vous regardez bien, que je donne un coup de poignet juste avant de toucher la balle, comme si j'étais en retard avec le bras. Et que ma main, elle, soit au bon endroit. Je dirais que techniquement, c'est une imperfection, mais je m'en sors très bien comme ça. Et ça marche pour moi. Ça me permet même de dissimuler mon coup. La plupart des grands joueurs prennent la balle en haut du rebond. Pour ce coup, il faut partir avec la raquette en position basse et fermer la raquette pour être face à la balle. Pour un bon retour, la balle est prise en bas, vite, et remonte aussitôt. C'est un coup qui permet un bon contrôle dans un espace réduit et qui oblige l'adversaire à reculer. Notez comment Ivan se replace à petits pas. Il est constamment sur la balle dans la même position lorsqu'il va frapper.
Voilà ici un bon exemple de ce coup contre Edberg. Le coup est profond, mais Edberg n'est pas placé. Voilà un autre coup bien mené. Vous pouvez voir comment j'utilise le service pour préparer le point. Pour ouvrir le court, je remets la balle à plat de l'autre côté du court. Il arrive trop tard. C'est un passing shot à plat. L'approche sur ce coup-là est un peu courte, ce qui me donne du temps. McEnroe doit s'approcher du fond du court, et je peux facilement le passer parce qu'il n'est plus à distance. Revers. Chacun doit tenir sa raquette dans la position qui lui semble le mieux. Il y a 3 positions de base, pour le coup droit, pour le revers, et une position intermédiaire qui est utilisée par les joueurs qui n'aiment pas changer. Certains joueurs changent de position, d'autres ne le font pas. Et il est bien difficile de conseiller. Faites-le ou ne le faites pas. Là, nous voyons le revers. Notez la flexion des genoux. L'épaule tourne aussi. C'est très important parce que cela donne de la puissance. Et puis, il y a toujours les jambes. Si vous n'êtes pas sur le bon pied, rien à faire. Vous ne passerez pas. Notez comment on prend la balle en avance, avec la raquette en arrière. La balle n'est pas encore là. J'ai ma raquette en arrière. Il me semble bien que le revers est le coup le plus difficile à apprendre. Quand on est très jeune, on a tendance à commencer par les coups droits. Je l'ai fait moi aussi. Mais c'est plus difficile après pour travailler le revers. La plupart des problèmes du revers viennent de l'absence ou de la mauvaise préparation. Toujours tenir sa raquette prête à frapper, en tournant l'épaule. Prendre la balle devant soi et la suivre. L'accompagner, la devancer et la frapper. Si vous ne suivez pas bien, votre coup partira en l'air. Si vous vous laissez passer, votre balle va croiser le court. Si vous frappez bien droit, votre balle suivra la ligne. En fait, mon revers est techniquement meilleur que mon coup droit. Mon seul défaut peut-être est que quand je ramène ma raquette en arrière, je la ramène très tôt et je tourne mes épaules, ce qui fait que la tête de raquette est trop haute. Mais je ne crois pas que ce soit un grave problème. En tout cas, ça n'a pas nui à ma carrière. Sur le coup droit, on n'a pas besoin d'un grand travail de jambes si on a un bon jeu d'épaule. Mais avec le revers, c'est plus difficile. Il est plus important pour le revers d'avoir une bonne mobilité.
Regardez mes pieds sur ce coup. Après avoir frappé la balle, ma jambe gauche revient. Il me faut être en position pour reculer. C'est un excellent moyen de s'entraîner lorsqu'on a un partenaire. L'un des deux joue à mi-court, l'autre reste sur la ligne et renvoie une fois en revers, une fois en coup droit, en pleine course. Là, je suis au premier service. McEnroe tente d'approcher, mais son approche est trop courte. Il se précipite au filet et il ne réagit pas sur le passing shot. C'est là qu'un lob serait utile, puisque même s'il avait touché la balle, il n'aurait pas pu volleyer. À nouveau, un service très ouvert. André est loin dans l'allée, et il lui faut traverser le court et c'est très long, surtout quand il fait chaud et humide à l'US Open. J'étais un peu bousculé cette fois-là, forcé de reculer. Et au moment où j'ai frappé la balle, je n'étais pas en bonne position. Mais j'ai réussi tout de même à donner de la puissance. Ici, c'est contre McEnroe, qui fait une volée basse. Je retourne la balle très vite, en bonne position du corps, sur le bon côté. Il a dû compter sur un retour court. Je l'ai passé à gauche. Service. Au contraire de nombreux joueurs, le service de Ivan lui vient facilement. Mais il y a toujours lieu de se perfectionner. Au milieu de sa carrière, Ivan a travaillé son second service, plus de poids, plus de left, pour se garder des contre-attaques. Cela demande beaucoup d'efforts, mais deux bons services valent mieux qu'un. Le second est essentiel. Le service est l'arme de prédilection de la plupart des professionnels dans les tournois. La raison en est que s'il est suffisamment puissant, il est très difficile de le retourner, tandis que le joueur qui sert reste, lui, en bonne position. Vous pouvez noter comment le corps est placé, le transfert du poids d'arrière en avant, la façon de garder l'angle du corps. Puis on fléchit les genoux et on saute sur la pointe des pieds, ce qui donne une grande puissance. Le lancer de la balle est très important dans le service. L'idéal serait de l'envoyer chaque fois au même point exactement et de pouvoir la frapper différemment chaque fois pour que l'adversaire ne devine pas sa trajectoire.
Pour avoir un maximum de puissance dans le service, il faut la prendre dans le coup d'épaule et dans la flexion des genoux, et puis bien sûr dans le bras. L'erreur la plus courante du joueur moyen, c'est de mettre le pied au ras de la ligne et de cogner aussi fort qu'il est possible. On rate son coup 9 fois sur 10 et on fait son second service sans viser pour assurer. Et bien sûr, l'adversaire marque le point. Un service ample est important parce qu'il oblige l'adversaire à se tenir en position d'attente pour parer à tout et pour tenter, s'il réussit à retourner, à se placer au plus vite sur le coup suivant. Mais si vous ratez votre service, il est certain que vous faites un cadeau à l'adversaire. Dans cet échange, Edberg se déplace vers la gauche. Il est du mauvais côté. Bien sûr, je n'ai pas le temps de réagir une fois que j'ai lancé la balle. Je détermine avant de servir le point où je vais l'envoyer. Ici, je sers au milieu un service à plat, en espérant que je n'aurai pas à en rejouer un second. Là, c'est un service coupé slicé. Il passe loin de McEnroe. La trajectoire de la balle va de droite à gauche. Et l'écart augmente encore plus après avoir touché la surface. Volée. Dans sa jeunesse, Ivan avait quelques limites dans son revers. Il a donc essayé de compenser sa faiblesse par un bon jeu au filet. On pense généralement qu'il n'est pas un bon spécialiste de la volée. Pourtant, il l'est depuis l'âge de 18 ans. La volée, c'est très différent des coups de fond de cours. Il ne nécessite pas de recul important. Ce qui compte, c'est de ne pas tenir la raquette trop en arrière, compte tenu de la distance entre vous et l'adversaire, qui peut être très courte. Vous avez donc peu de temps. Il faut se tenir prêt en permanence, le corps en position d'attente. Là aussi, si vous en avez le temps, vous pouvez tourner les épaules et placer vos pieds pour effectuer une bonne volée. Cela vous permet de réduire alors le mouvement du bras et de garder chaque fois que vous déplacez votre corps le contrôle total de votre bras pour toucher la balle. Lors de mes volées, je ne change pas la position de ma main sur le grip. Je me sers de la prise de revers pour les deux volées. Et je sais que ça me prive peut-être d'un peu de puissance. Mais si ça n'est pas l'idéal, c'est mieux que de changer de prise en un temps très court. Je risque d'être en retard sur la balle. Remarquez comme la raquette ne descend jamais dans les volées basses. La tête de la raquette est toujours levée. S'il faut se baisser, ce sont les genoux qui fléchissent.
Voilà un bon exemple de mon attaque de volée. Je serre, je me replie légèrement, j'attaque sur un coup droit qui sera aisément repris et j'avance vers le filet, bien que cette approche ne soit pas aussi bonne que je le voudrais. Elle est un peu courte, mais c'est difficile. Je reprends la balle de volée et McEnroe n'a pas le temps de revenir. Le même coup ici sur le service. Un revers croisé qui oblige Agassi à traverser le court. Et même si mon approche est encore un peu courte et son retour sur le même côté, je suis en bonne position pour remettre du côté ouvert. Stratégie. Le slice ou couper sur le revers est un coup très important. On l'utilise pour remettre un service ou changer le rythme d'un échange. Dans la mesure où un revers est bien coupé, l'adversaire aura beaucoup de peine à retourner avec puissance. C'est à utiliser aussi contre un adversaire qui a un bon lob. Si la balle est haute, vous n'aurez peut-être pas d'autre solution que celle de retourner couper. Lorsqu'on retourne un service, il est très important de bien regarder la balle. Si vous ne regardez pas la balle, le temps que vous perdez à la localiser vous fera arriver sur elle un temps trop tard. À 150 km à l'heure, vous n'avez qu'une fraction de seconde pour réagir. C'est pourquoi j'essaie toujours de suivre la balle. Depuis le moment où elle touche la raquette de mon adversaire, avant même qu'elle ne quitte sa main libre, je me concentre sur elle. De cette façon, je sais exactement où la balle va venir toucher le court. Je ne perds pas de temps. Il faut anticiper sur le service de l'adversaire. Sur ce retour de service, vous pouvez voir comment j'avance sur la balle pour pouvoir la couper pendant qu'elle va encore vite et augmenter ma propre puissance en utilisant sa vitesse. Le retour de service, bien sûr, dépend du joueur qui est en face de vous. Si vous jouez avec quelqu'un qui monte au filet après avoir servi, vous avez intérêt à remettre une balle basse et bien placée. Si c'est un joueur qui reste au fond, j'essaierai plutôt de remettre la balle dans le jeu,
en essayant de le forcer à remettre de telle façon que je garde l'initiative de l'échange pour pouvoir attaquer plus tard. Le lob est un coup très important. Je dirais même le plus sous-estimé des coups du tennis. Si vous l'utilisez à propos, vous forcez votre adversaire à s'éloigner du filet, ce qui vous donne l'ouverture pour un passing shot. Le smash est un coup qui peut être décevant. Il faut un bon déplacement pour bien se mettre sous la balle et frapper au bon moment à la hauteur voulue. Wasn't able to raise his game high enough that day. Là, je suis en retard. J'ai failli manquer la balle parce que McEnroe a un très bon déplacement sur le court, une bonne approche. J'ai beaucoup de terrain à couvrir pour aller chercher ce passing shot. Et pour remonter le handicap, j'essaie de croiser mon revers pour le forcer à se déplacer. Juste le long de la ligne. Sur un mauvais service, il a voulu sans doute jouer sur moi. Il a raté son coup et joué sur ma gauche. Comme il était à droite,
Je n'ai pas eu de mal à le passer. Là aussi, je joue sur lui, et il ne peut pas remettre en bonne condition. Le coup suivant, je le passe en lob, qu'il va chercher. Et l'échange reprend de plus belle. Je recommence. Mais là, il accuse la fatigue. Ici, c'est un lob de défense. Je suis au fond, il me surprend. Je ne peux pas trop reculer. Je rentre. Il lobe à son tour, mais je suis bien placé et je smash. Surface. Sur gazon, le rebond de la balle est plus lent. Pour moi, c'est une surface difficile parce que je dois ajuster mon jeu. J'aime jouer près de la ligne et monter au filet pour terminer un échange. Sur gazon, je dois monter plus vite et j'ai plus de mal à ajuster ma volée. Je n'ai pas cette habitude. Le gazon est différent des autres surfaces en termes de rebond, mais aussi en jeu de pied. Ça m'a pris beaucoup de temps pour m'habituer à changer de surface. Il me faut en général 3 ou 4 semaines sur le gazon avant de pouvoir jouer à peu près comme je le veux. J'ai grandi en jouant sur surface rapide. Les cours en dur ont des caractéristiques très différentes des cours en gazon. Le plus important d'abord, c'est qu'on ne glisse pas. Lorsqu'on court, on est sûr de soi. Et ça donne la possibilité d'aller chercher des balles qui sont très loin. Et surtout, de revenir très vite pour se mettre en position et jouer le coup suivant. Il arrive que des joueurs glissent et tombent sur la terre battue, mais c'est souvent après avoir joué leur coup, rarement avant. On peut même utiliser la glissade pour venir en position et frapper la balle. Les surfaces dures ont une autre caractéristique. Sur ces surfaces, les échanges durent souvent plus longtemps et il est plus difficile de pénétrer dans le jeu de l'adversaire et venir au filet. Il faut alors être patient et jouer ses coups avec application. Sinon, on risque d'être passé ou lobé. Je suis né en Tchécoslovaquie, dans une ville importante qui s'appelle Ostrava. Une ville de 350, 400 000 habitants, au milieu de la Moravie, près de la frontière polonaise. C'est une ville très industrielle,
industrie lourde, mines de charbon et métallurgie. La pollution y est très importante. Ivan a grandi dans cet appartement suffisamment près des cours de tennis pour y aller à pied. Ses parents étaient membres du club. J'ai commencé à jouer à Ostrava dans le club de mes parents, là où ils jouaient aussi. Ma mère jouait dans l'équipe. Mon père, lui, était du conseil du club. Et à un moment, il a été capitaine de l'équipe. Ivanovi začátky začaly vlastně tak nějak přirozenou cestou. On od malička se pohyboval na tenise a... Ivan a commencé avec des dons naturels certains. Et il a toujours été près de moi quand je préparais mes matchs. Ce qui fait qu'avant de comprendre le jeu, il voyait ce qu'il fallait faire pour jouer au tennis. Et je crois que c'est ça qui lui a donné quelque chose de plus sur ceux de ses adversaires venus tard au tennis. Ils ont dû se battre pour acquérir des habitudes qu'Ivan avait déjà. On to vlastně získal úplně hladce, dá se říct. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours rêvé de tennis et je suivais la Coupe Davis. Après ça, nous faisions des matchs entre nous, entre les jeunes joueurs du club ou de l'équipe. On rêvait de jouer à Wimbledon et on voulait être Rod Laver ou Roche ou Rosewall. On les aimait bien et on continuait à rêver. Et puis on se perfectionnait. On essayait de refaire ce qu'on avait vu à la télé. Ma mère jouait en compétition et très jeune, j'allais avec elle les après-midi au club où elle s'entraînait. Et j'avais déjà envie de jouer aussi. Les clubs en Tchécoslovaquie ne ressemblent pas aux tennis clubs d'ici. Il n'y a que les cours et les bureaux. Moi, j'avais une petite raquette en bois et je jouais contre le mur. Quand j'ai été plus âgé, j'ai eu une nouvelle raquette et j'étais constamment accroché à l'entraîneur des jeunes. Mais il me disait toujours d'attendre. Jusqu'au jour où j'ai été assez grand pour entrer dans l'équipe et me mettre à jouer vraiment. Je connais Ivan Lendl depuis son enfance, depuis le club de tennis d'Ostrava où j'ai été membre pendant des années. Il avait 13 ans quand j'ai commencé à l'entraîner. Il avait déjà un talent plein de promesses. Je l'ai entraîné jusqu'à ce qu'il ait 18 ou 19 ans. Ces qualités qui font de Lendl le meilleur joueur du monde, c'est, à mon avis, la passion avec laquelle il s'entraîne. Sa discipline mentale, sa maîtrise de soi. C'est pourquoi, même quand il était très jeune, il n'a pas pu partager les goûts et les plaisirs des jeunes de son âge. Il donnait tout son temps au tennis et à l'école. Je connais bien Ivan Lendl. Je l'ai rencontré pour la première fois à Ostrava, alors qu'il était tout jeune, au cours du championnat de Tchécoslovaquie. Et je crois que s'il est aussi bon, c'est qu'il vient d'une famille qui jouait au tennis. Sa mère a été championne de double en Tchécoslovaquie. Et je me souviens qu'il était un grand jeune homme qui ramassait les balles, ce que j'ai été moi aussi à mon époque. Et
Il était toujours là, parce qu'on savait que ce n'était pas le genre à faire une bêtise pendant un match. Voici la première interview qu'est donnée Ivan Lendl à la télévision. Le programme s'appelait Le Club des Jeunes. C'est une sorte de démonstration où l'intervieweur lance des balles à Ivan. Une fois bien essoufflé, il lui a posé des questions. Já ti dám ten pohár, ten pochopitelně nepatří mi, ale tobě. Chtěl bych se ti zeptat, kde si ho získal? Tak ten pohár jsem vyhrál. Le trophée était modeste, mais Ivan explique qu'il s'agit de l'Orange Bowl, qu'il vient de gagner en Floride, en battant 64 garçons de 31 pays. Jaké byly tvoje další cesty? Tak pak jsem měl Cette année-là, 1976, Ivan a 16 ans. Il n'est pas loin d'être une célébrité chez lui. Le tennis a commencé à submerger l'Europe et il gagne des places chaque fois qu'il joue. v Brně, Kolín. Les spécialistes commencent à analyser son jeu. Ils font des pronostics et des diagrammes et lui conseillent de changer de grippe. Mais après avoir essayé, il revient à son vieux cuir. Son nom maintenant brille au fronton du tennis. Jsme ve finále prohráli s Francií. Dans quelles conditions vous entraînez-vous, lui demande-t-on. Je joue tous les jours, répond Ivan. 2 à 3 heures. À ce prix seulement, je peux être en condition physique. Les conditions d'entraînement sont excellentes. Et comment vont les choses à l'école, lui demande-t-on. Eh bien, dit Ivan, ça ne va pas trop bien à l'école, parce que je manque assez souvent. J'ai dû manquer 300 heures au dernier semestre. Mais je n'ai pas que de mauvaises notes sur mon livret scolaire. Ne vaudrait-il pas mieux renoncer à l'école tout à fait? Oh non, sûrement pas. Ce serait tricher avec moi-même. J'ai beaucoup de choses à apprendre en dehors du tennis. Étudier de nos jours est une chose très, très importante. En 1978, le championnat de Tchécoslovaquie eut lieu chez Ivan Lendl à Ostrava. Il affronte ce jour-là l'homme qui a dominé le tennis tchèque pendant une décade, qui a gagné Wimbledon et Roland Garros. Ivan avait été son ramasseur de balles. Jon Kodeš, qui vient d'avoir 33 ans, alors que Ivan essaye son nouveau revers. Il faut se donner un but proche, un but qu'on peut atteindre, pour ne pas se décourager trop vite. Et si ça marche, alors on se trouve un autre but. C'est un encouragement à travailler pour aller se chercher une autre raison d'avancer. Quand j'étais très jeune, j'ai commencé à jouer, je voulais toujours gagner. J'étais dans les juniors. On essayait de se battre entre nous. Ça allait de 12 à 14 ans. En Tchécoslovaquie, mon but, c'était de jouer dans l'équipe première, de jouer la Coupe Davis, de faire les tournois internationaux. Quand je suis devenu pro, je voulais passer à la 50e place, et puis la 20e, et puis la 2e. Et puis je me suis aperçu qu'après tout, je pouvais être le premier. L'un des buts d'Ivan, c'était de gagner la Coupe Davis pour son pays, ramener la coupe à Ostrava. Mais il fallait d'abord perfectionner son revers. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai utilisé une certaine prise de raquette pour les revers. Et j'ai eu quelques problèmes. Je frappais la balle, mais sans grande puissance. J'ai dû travailler en recommençant pour améliorer ça. À l'entraînement, ça marchait. Mais en compétition, ça n'allait pas très bien. Et puis tout d'un coup, un jour, en me réveillant, je jouais comme je l'avais toujours rêvé. Je demande à Ivan Lendl si pour lui c'est suffisant de seulement bien jouer au tennis. Suffisant. En 1980, la Tchécoslovaquie gagne la Coupe Davis en battant l'Italie 4-1.
La coupe fut portée par Ivan qui finissait alors son service militaire. Jsem velmi rád, že během dnešního velkého dne Ivan a donné cette interview à la télévision le jour où il a battu McEnroe pour la première fois à Roland-Garros. C'était au printemps 1981. Ty máš jedno? Ještě jedno a i s jménem to máš. Il a encore quelques efforts à faire, bien sûr, mais il n'a plus rien à prouver chez lui. Le temps a passé qui lui a apporté une moisson de victoires, une foule de trophées, beaucoup d'impôts à payer, un régime alimentaire et des fleurs.